Depuis l'aube de la science de la guerre, lorsque la bataille est devenue plus que deux groupes se battant simplement jusqu'à ce que l'un soit anéanti, les armées ont longtemps reconnu l'importance de capturer le terrain élevé. Atteindre cet objectif offre aux commandants la possibilité de superviser et de dominer les terres environnantes, ainsi que de fournir une position plus avantageuse pour la défense contre une attaque imminente. Au XXe siècle, le terrain élevé était plus haut que jamais auparavant, alors que l'humanité commençait à maîtriser l'art du vol motorisé. Un chapitre significatif de l'histoire de la guerre moderne au XXe siècle est celui de la façon dont l'avion était passé de débuts plutôt modestes, en tant que curiosité ou même mode, à une véritable nécessité pour mener une guerre réussie. Des trillions et des trillions de dollars ont été dépensés et continuent d'être dépensés pour produire les avions les plus sophistiqués que le monde ait jamais vus afin de dominer l'ennemi grâce à l'utilisation de la puissance aérienne. Cependant, une partie de l'utilisation de la puissance aérienne consiste à refuser à l'ennemi l'utilisation de ses propres moyens d'aviation de combat. C'est le domaine du chasseur de supériorité aérienne, des avions de guerre dont le seul but est de dégager le ciel des avions adverses afin que les avions alliés puissent vaquer à leurs occupations de reconnaissance, d'exécution de tâches de transport et bien sûr d'anéantissement de l'ennemi au sol avec des bombes. Comme de nombreuses armes du XXe siècle et au-delà, le chasseur de supériorité aérienne a vu le jour dans l'arène de la Première Guerre mondiale et dans les cieux au-dessus de la boue et du sang des tranchées. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons examiner certaines des premières expériences de combat aérien dans les premiers jours du conflit et comment celles-ci ont évolué jusqu'à ce que finalement les Allemands soient capables d'obtenir, pour la première fois dans l'histoire, la suprématie aérienne sur les Alliés. C'est l'histoire du fléau Fokker et de la première bataille pour la suprématie aérienne. Bienvenue à Guerre du Monde. Tous les principaux combattants avaient formé des services de vol dédiés au sein de leurs armées et marines pour gérer les machines, mais une grande partie de leurs inventaires était à peine navigable et souvent plus proche de prototypes ou de conceptions expérimentales que d'avions éprouvés et testés. Beaucoup, et non sans quelques mérites, considéraient encore l'avion trop immature pour participer à la guerre à l'été de 1914, mais néanmoins, les pionniers de l'aviation militaire de l'époque étaient désireux de démontrer leur potentiel et ont pris leur envol à la poursuite de l'ennemi. Le rôle principal envisagé pour les avions était celui de la reconnaissance et dans les premiers mois de la guerre, qui à cette époque était encore fluide dans sa nature, la vitesse à laquelle ils pouvaient couvrir le terrain et leur vue d'œil de Dieu les rendait des atouts inestimables. Ils ont très rapidement prouvé leur valeur et plus d'avions ont été commandés auprès des fabricants, mais il y avait ceux qui pensaient qu'ils pouvaient assumer un rôle plus agressif. Dès sa conception initiale, il y avait eu une volonté d'armer l'avion. Même les frères Wright esquissant des versions de leur avion historique équipés d'une mitrailleuse en 1903. En 1914, de très légères armes commençaient à apparaître, comme des bombes de 20 livres lancées par le pilote ou son observateur, mais celles-ci imposaient souvent des pénalités de performance paralysantes aux premiers avions. Avec autant de machines commençant à remplir le ciel au-dessus de la vaste ligne de tranchées creusées de la côte belge au sud de la France, il était inévitable que des machines de camps opposés se rencontrent. Les premières missions étaient effectuées avec des aviateurs n'ayant guère plus qu'un pistolet ou un fusil à verrou pour tirer sur un avion ennemi, avec une chance d'atteindre la cible qui était d'environ 10% de compétence et 90% de chance. En effet, la première victoire aérienne remportée par un pilote sur un autre a eu lieu le 25 août lorsque Peter N. Nesterov de l'armée impériale russe a percuté un avion austro-hongrois après avoir tiré toutes ses cartouches de pistolet sur la cible. La collision qui en a résulté a tué lui et les deux austro-hongrois qui pilotaient à son avion cible.
De toute évidence, une telle tactique n'était pas une méthode acceptable de destruction des avions ennemis, ce qui a conduit à des expériences assez bizarres, probablement la plus connue étant lorsque certains pilotes russes ont expérimenté le remorquage d'une ancre pour accrocher des avions allemands. Cela aurait apparemment obtenu quelques petits succès au début. Puis, le 5 octobre 1914, le sergent Joseph France et le caporal Louis Quénault de l'armée française ont réussi à abattre un avion allemand par des tirs d'armes à feu. La raison de leur succès, alors que tant d'autres avaient échoué, était simple. Leur biplan était équipé d'une mitrailleuse Hotchkiss de 8 mm sur le nez. Cependant, il ne s'agissait pas simplement d'équiper chaque avion de mitrailleuse au cas où il rencontrerait un avion ennemi. Beaucoup ne pouvaient pas supporter le poids de l'arme et de ses munitions, ce qui a conduit à des demandes croissantes pour des machines plus récentes et plus puissantes. Il y avait aussi la question de la visée. La grande majorité des avions étaient de type tracteur, avec l'hélice à l'avant de l'appareil, mais cela signifiait que lorsqu'on attaquait un autre avion dans l'hémisphère avant, toutes les mitrailleuses de l'avion devaient être tirées autour de l'arc de l'hélice, de peur que le pilote ne la tire, transformant sa machine en planeur. La visée était donc extrêmement difficile, et la plupart des avions étaient donc équipés d'un canon dans le cockpit arrière monté sur un pivot. Bien que cela offrait un bon champ de tir dans toutes les directions sauf droit devant, il fallait que l'avion s'éloigne de la cible lors du tir, un inconvénient évident puisqu'un ennemi pouvait simplement se détourner pendant que le pilote essayait de mettre son observateur dans une bonne position de tir. Alternativement, il y avait des avions de type poussoir comme le voisin de France et Quénold. Ces derniers n'avaient pas le problème de tirer autour de l'hélice, permettant à un pilote et à un observateur d'attaquer de front. Cependant, ils étaient généralement moins maniables et moins performants. Quant à l'utilisation de l'arme pour attaquer un avion ennemi, cela nécessitait une grande coordination entre le pilote et le tireur, chose extrêmement difficile dans la zone bruyante et venteuse du ciel, et même une fois maîtrisée, la communication entre les deux retardait souvent les temps de réponse. Ce qu'il fallait, c'était un moyen pour un seul pilote de pouvoir adéquatement piloter et viser son arme en même temps pour transformer l'avion en partie de l'arme, et alors que 1915 pointait à l'horizon, une telle arme des cieux était sur le point d'être déployée. Le Hollandais Anthony Fokker est né aux Indes orientales néerlandaises, l'Indonésie actuelle, le 6 avril 1890. Avec la naissance des vols coïncidant avec son adolescence, Fokker a rapidement été fasciné par les avions, en particulier après avoir vu des démonstrations des frères Wright en France. En 1910, sa famille l'a envoyé étudier la mécanique automobile en Allemagne. Mais sa passion restait dans le ciel, et il a donc changé sa vocation pour l'aéronautique, construisant son premier avion la même année, qu'il a nommé l'Araignée. L'araignée a connu une fin malheureuse lorsqu'un ami l'a écrasé contre un arbre, mais sans se laisser décourager, Fokker a créé un deuxième avion et après l'avoir démontré et son papier conçu pour les investisseurs en 1912, il a réussi à ouvrir une usine d'avions près de Berlin avant de transférer à Schwerin. Le déclenchement de la guerre a vu le gouvernement allemand saisir l'usine afin de répondre à ses besoins en avions militaires, avec Fokker qui est resté en tant que directeur. Rapidement, il est devenu évident que les avions allaient de plus en plus assumer un rôle de combat, et comme tant d'autres fabricants, Fokker et son équipe ont commencé à concevoir des avions armés. Se rendant compte que pour être efficace dans la destruction d'un avion ennemi, le pilote doit pouvoir viser le canon en utilisant l'avion, Fokker s'est heurté aux mêmes problèmes que les autres fabricants, à savoir l'hélice qui gêne. C'est alors qu'il a eu une idée. Et si on pouvait s'assurer que les canons ne pouvaient tirer que lorsque la pale de l'hélice était dégagée de la ligne de balle. De cette façon, le pilote pourrait viser le canon comme au sol et viser en dirigeant l'avion. En vérité, ce n'était pas une idée totalement nouvelle, et quelques ingénieurs en France et en Allemagne avaient déposé des brevets et même produit des prototypes pour de tels dispositifs afin de synchroniser essentiellement l'hélice et le canon, mais aucun n'avait été rendu fonctionnel. Le pilote français Roland Garros et l'ingénieur Raymond Saulnier ont été contraints d'abandonner leurs efforts pour créer un tel mécanisme et ont plutôt eu recours à l'utilisation de coins blindés sur l'hélice qui dévierait toutes les balles qui la frappaient. En utilisant cette nouvelle hélice, Garros a abattu 3 avions allemands en avril 1915, mais a ensuite été lui-même abattu derrière les lignes allemandes. Notant le succès de Garros, les autorités allemandes ont cherché à reproduire la conception de l'hélice à coins blindés, croyant que c'était la solution à leurs problèmes, mais cela a plutôt créé une multitude d'autres problèmes.
Premièrement, les coins blindés étaient de trop faibles pour être efficaces dans la protection de l'hélice contre les munitions allemandes plus puissantes, qui les frapperaient à leur vitesse maximale. Et même s'ils ne l'étaient pas, les Français ont découvert qu'après plusieurs secondes de tir, leur efficacité était considérablement réduite, ce qui signifie que le canon représentait toujours un danger pour l'hélice et qu'il devrait être remplacé après chaque combat. De plus, le poids de ces coins diminuait les performances de l'hélice, et donc par la même occasion, la vitesse globale de l'avion. Alors que Fokker était l'un de ces ingénieurs approchés pour reproduire les coins pour les avions allemands, il n'était pas impressionné par eux. Il estimait que le travail d'ingénierie était bâclé et inefficace. Puis, 48 heures plus tard, il a proposé aux autorités allemandes une alternative, son propre design pour un système de synchronisation. Le design de Fokker fonctionnait différemment des efforts précédents, en ce sens qu'au lieu d'essayer d'interrompre le tir de l'arme ne pouvait être tirée que si deux facteurs étaient en place, la gâchette était poussée et l'hélice était dégagée. Si ce n'était pas le cas, alors tout le mécanisme ne fonctionnerait pas, permettant à l'hélice de passer avant qu'ils ne soient tous à nouveau en place et que l'arme puisse reprendre le tir. On a longtemps cru qu'il avait conçu le système à partir de zéro pendant ces 48 heures, peut-être inspiré par les restes du design de Saulnier laissé dans l'avion de Garus, mais il est maintenant largement accepté qu'il y travaillait déjà avant l'abattage de Garus, l'histoire étant fictive lorsqu'elle a été racontée dans la biographie de Fokker des années plus tard. Dûment impressionné par la proposition, le haut commandement allemand a demandé une démonstration et Fokker a donc procédé à l'installation de son design dans deux monoplaces Fokker 1005K que son entreprise produisait pour l'armée allemande. En concevant la série de monoplans Milfiv, Fokker a beaucoup emprunté au Milorhan Saulnier H français et en effet, à de nombreuses reprises, les Britanniques et les Français les ont pris pour des avions amis lorsqu'ils sont apparus sur le front occidental, soulignant davantage l'influence du Milorhan. Comme le design original, la queue et les ascenseurs étaient tous en mouvement en utilisant le gauchissement des ailes pour contrôler l'avion en vol, tandis que la puissance était dérivée d'un moteur rotatif de 7 cylindres de 80 chevaux plutôt terne, une version sous licence du moteur français Guillaume Lambda. Fokker détestait énormément ce moteur, le décrivant comme capricieux, peu fiable, difficile à utiliser et consommant une énorme quantité de gaz et d'huile pour des performances relativement faibles. Mais à l'époque, c'était son seul outil de travail. Pour parvenir à synchroniser le fusil et l'hélice, Fokker a relié le mécanisme au moteur via une came qui déplaçait deux tiges lorsque le fusil devait cesser de tirer. Fokker a initialement prouvé l'efficacité du mécanisme, en remplaçant l'hélice par un disque en bois sur lequel deux marques ont été faites pour indiquer où auraient été les pales de l'hélice après avoir tiré avec le fusil. Le disque était percé de trous tout autour, sauf là où les hélices étaient peintes. L'armée allemande a ensuite exigé des démonstrations de vol et Fokker a emmené deux avions équipés de son mécanisme à Stenay, dans le nord-est de la France, occupé par les Allemands, ou le 13 juin 1915. Il a effectué des attaques en rase-motte contre des cibles au sol devant des officiers de première ligne auparavant sceptiques. D'autres démonstrations ont été faites au front, y compris devant le prince héritier Wilhelm, fils du Kaiser Wilhelm qui commandait la 5e armée pour influencer davantage les pilotes de première ligne qui seraient amenés à piloter le nouvel avion et son arme au combat. Le lieutenant Otto Parchot a rejoint Fokker pendant la démonstration. Pourtant, malgré le succès de ces démonstrations, beaucoup d'officiers avaient encore le sentiment que le design de Fokker ne serait bon que sur un champ de tir et qu'il ne résisterait pas aux rigueurs du combat. Ils ont donc exigé un véritable test, un contre les Britanniques et les Français, où tous les doutes seraient effacés à jamais. Étant la personne la plus compétente disponible à la fois sur le M5K et le fonctionnement du mécanisme, et bien sûr avec sa réputation en jeu, il était logique que Fokker lui-même réalise cette démonstration de combat. Cependant, cela posait un problème, car bien qu'il travaillait pour les Allemands, il était en fait citoyen néerlandais et la Hollande était formellement neutre dans la guerre. Ignorant cela, sur une période d'une semaine, Fokker, portant un uniforme allemand et avec de faux papiers d'identité, a commencé à piloter son avion dans ce qui pourrait être considéré comme les premières véritables patrouilles aériennes de combat dans le premier véritable chasseur du monde.
Il est resté au-dessus des lignes allemandes au cas où il serait abattu ou subirait une panne mécanique qui pourrait remettre son design révolutionnaire aux alliés occidentaux, cherchant plutôt des éclaireurs britanniques ou français qui regardèrent les tranchées allemandes. Les contes diffèrent sur ce qui s'est exactement passé lors de ces vols. Certains prétendent qu'il n'a trouvé aucun avion à abattre, tandis que d'autres disent qu'il a repéré un modeste éclaireur français à 2 places. Traversant les lignes allemandes, il s'est manœuvré pour attaquer depuis le dessus quand il s'est soudainement trouvé incapable d'appuyer sur la gâchette d'un autre avion avec 2 êtres humains à bord. Il a donc laissé l'avion français poursuivre son vol sans être contesté. Et lorsqu'il a atterri, il aurait dit à un collègue qu'il allait laisser les Allemands eux-mêmes faire le meurtre. Il n'est pas clair lequel est vrai. Fokker est ensuite retourné à son usine à Schwerin, mais a laissé derrière lui ses prototypes armés qui ont été placés entre les mains de 2 pilotes qui deviendraient bientôt des légendes dans les annales de l'histoire de l'aviation, Oswald Bulck et Max Emilmann. Les 2 hommes, partisans enthousiastes du nouvel avion, ont commencé à élaborer des tactiques pour son utilisation. Cependant, ce serait un autre pilote qui revendiquerait l'honneur d'avoir réalisé le premier meurtre dans le M5K en utilisant le mécanisme de synchronisation de Fokker. Le lieutenant Kurt Vingens venait d'une fière famille militaire prussienne et avait à peine terminé sa formation de pilote lorsqu'il se retrouva aux commandes de l'avion révolutionnaire le 1er juillet 1915. Le pilote de 20 ans était déjà plutôt unique dans l'armée allemande, étant le seul aviateur officiellement autorisé à porter des verres correcteurs. En fin d'après-midi, Huygens a survolé la ligne française, où il a repéré un avion de reconnaissance français type 50 Parasol à 2 places. Raconter la bataille dans une lettre à un ami qui l'a écrite le lendemain, Huygens a dit « Je avais volé vers le front plusieurs fois sans voir d'adversaire jusqu'à hier soir où le grand moment est arrivé. Heure, 6 heures. Lieu à l'est de Lunaville, altitude entre 2000 et 2500 mètres. Soudain, je remarque un monoplan devant moi, environ 300 mètres plus haut. Au même moment, il avait déjà plongé devant moi, tirant férocement avec sa mitrailleuse décemment. Mais comme je plongeais immédiatement dans la direction opposée sous lui, il a raté sauvagement. Après 4 attaques, j'ai atteint son altitude dans un grand virage et maintenant, mon mitrailleuse a parlé. J'ai attaqué à une distance si proche que nous nous sommes regardés en face après ma 3e attaque. Il a fait la chose la plus stupide qu'il pouvait faire et fuir. J'ai tourné la caisse sur place et je l'avais tout de suite magnifiquement dans ma ligne de mire. Un tir rapide pendant environ 4 secondes et son nez est descendu. Je pouvais le suivre jusqu'à 500 mètres, puis malheureusement j'ai été tiré depuis le sol trop chaudement, le combat étant loin au-dessus des lignes françaises. L'avion français, malgré son handicap, a réussi à atterrir en toute sécurité. Cependant, les autorités allemandes n'ayant pas confirmé ses revendications, Huygens n'a pas été crédité de ses 2 victoires obtenues à 3 jours d'intervalle. Huygens a dû attendre jusqu'au 15 juillet lorsqu'il a engagé et abattu un autre type 50 pour être officiellement crédité de la première victoire en utilisant le mécanisme de synchronisation de Fokker. Quelques mois plus tard, Huygens réalise une autre première en abattant Victor Chapman, premier pilote américain tué dans la guerre. Il a lui-même été abattu le 25 septembre 1915, après avoir remporté 19 victoires en combat aérien, dont 14 dans le chasseur de Fokker. Peu de personnes du côté des Alliés à ce stade précoce ont apprécié ce que Huygens avait initié en juillet 1915. C'était le début de ce qu'il se souviendrait comme le fléau Fokker et ce que l'histoire retient comme la première bataille pour la supériorité aérienne sur un champ de bataille. Une nouvelle ère dans la guerre venait de commencer. De retour à Schwerin, Fokker devait maintenant faire face aux commandes pour son nouveau design révolutionnaire. Au début, les 1005 restants en construction ont été retravaillés selon le nouveau design armé. Avant que les premiers exemples construits à cet effet ne soient bien produits, ceux-ci diffèrent de leurs prédécesseurs en ayant leurs ailes déplacées de la position haute de l'épaule plus bas, les rendant des monoplans à ailes médianes. Ils se différenciaient également en ce que la mitrailleuse Parabellum NG-14, montée sur les prototypes, qui s'était avérée plutôt problématique, a été remplacée par la mitrailleuse Spando Ilya MG-08 de 7,92 mm. Toujours alimenté par le moteur U0, il avait une vitesse maximale de 81 miles par heure, seulement légèrement plus rapide que la plupart des éclaireurs biplaces, pilotés par les Britanniques et les Français qui seraient la principale proie du type.
Étant donné à quel point le nouvel avion était révolutionnaire, il ne semblait pas approprié de continuer à les désigner par l'ancienne désignation et donc une nouvelle a été appliquée, le E1 avec le E signifiant Eindecker, ce qui signifie monoplace. Les commandes pour le E1 ont mis une énorme pression sur les équipes de fabrication de Fokker qui avaient non seulement des commandes de l'armée allemande, mais aussi de l'armée austro-hongroise. Comme si cela n'était pas assez stressant pour le Hollandais, il faisait également face à une action en justice de l'ingénieur Auguste Lair qui prétendait qu'ayant breveté l'idée de synchroniser une arme avec l'hélice d'un avion en 1912, Fokker l'avait essentiellement volé et recevait tous les éloges généralisés. La production a eu du mal à répondre à la demande. Les Eindecker étaient dolentement livrés de Schwerin aux unités de vol en première ligne, malgré l'expansion du personnel de Fokker. Lorsque les avions ont atteint le front, il y avait encore un certain débat sur la meilleure façon de les utiliser. Finalement, il a été décidé d'attribuer un petit nombre d'Eindecker aux unités de reconnaissance, généralement un seul exemple pour chaque 6 autres avions attribués. Étant donné qu'il n'y avait pas de programme de formation formelle pour le combat aérien au cours des premiers mois de son utilisation, les pilotes les plus expérimentés se relayaient pour piloter l'Eindecker entre leurs tâches régulières, transmettant leurs expériences à leurs camarades afin de constituer une réserve d'expertise. Oswald Belke deviendrait un maître du combat aérien à cette époque, pour son score et sa capacité à formaliser et enseigner les méthodes apprises sur le terrain. La première victoire de Belke est survenue 3 jours après la première rencontre de Wittgen, mais ce n'était pas dans un Eindecker. Au lieu de cela, le 4 juillet 1915, il pilotait un Albatros Saintin avec son observateur lorsqu'ils ont repéré un autre scout parasol de type français et ont réussi à l'abattre. Ce ne serait pas avant le 19 août qu'il augmenterait exponentiellement son total avec les Eindecker lorsqu'il a abattu un biplan britannique et 5 autres avions tomberaient sous ses tirs avant la fin de l'année. Un exploit extraordinaire compte tenu de l'inefficacité des combats aériens auparavant. Belke finirait par établir les premières règles du combat aérien dont beaucoup continuent à être vraies aujourd'hui. Son dictat, Belke, comme on l'appelait, exigeait entre autres que les pilotes sécurisent de l'avantage avant d'attaquer, gardent le soleil derrière eux, si leur adversaire plonge sur eux, ne fuient de pas, mais combattent, et mènent toujours leur attaque à terme. Belke, Emilman, Vincenz et d'autres pionniers du combat aérien ont rapidement commencé à perfectionner la formule pour engager les avions britanniques et français. Lorsque c'était possible, ils s'engageaient depuis l'arrière et au-dessus de la cible, ce qui leur donnait plus de temps pour aligner leurs tirs que depuis n'importe quel autre quartier, où la cible serait beaucoup plus difficile à viser. Étant donné que les observateurs des biplaces avaient souvent leurs propres armes, la surprise était également un élément clé, car un seul tir de fusil chanceux pouvait toucher un composant moteur vital dans l'Eindecker ou pire, le pilote encore plus vital. La similitude de l'Eindecker avec son ancêtre Morane a certainement aidé car les pilotes alliés continuaient parfois à confondre l'avion allemand avec un allié. Même si le pilote et l'observateur de la cible repéraient l'Eindecker attaquant qui les poursuivait par l'arrière avec les mécanismes révolutionnaires de Fokker encore relativement inconnus parmi les Britanniques et les Français. Beaucoup de leurs aviateurs se sentaient en sécurité en voyant l'avion allemand derrière eux, croyant que sa propre hélice bloquait son feu. Ce faux sentiment de sécurité a duré jusqu'à ce que des balles commencent à déchirer leur fuselage. Étant donné que même dans des circonstances idéales, il y avait une chance que la victime prévue survive à l'attaque, Himmelmann a conçu une manœuvre qui deviendra connue sous le nom de virage Himmelmann pour permettre une deuxième attaque. Ayant dépassé la cible, Himmelmann remonterait ensuite au-dessus de l'avion ennemi et juste avant de caler au sommet, il actionnerait le gouvernail à fond pour faire pivoter son avion. Cela a placé son Eindecker face à l'appareil ennemi, lui permettant de faire une autre passe en piqué à grande vitesse. Cette manœuvre serait plus tard largement adoptée par les pilotes de chasse de tous les côtés. Cependant, la situation était encore loin d'être idéale pour les nouveaux pilotes de chasse allemands, car malgré sa capacité révolutionnaire à tirer à travers l'hélice, l'Eindecker était toujours un ancien modèle d'avion de 1915 qui souffrait d'un manque de puissance paralysant de son moteur de 80 chevaux. Reconnaissant cela dès le début, Anthony Fokker avait déjà commencé à travailler et à tester une variante améliorée qui, en plus de recevoir un moteur rotatif plus puissant de 100 chevaux, présentait également une envergure réduite, ce qui lui permettait d'atteindre une vitesse maximale de 87 miles par heure, mais cela se faisait au détriment de son taux de montée et les pilotes rapportaient qu'il ne se comportait pas aussi bien que l'original. Identifié comme le Fokker E2, l'avion a été produit en parallèle de l'original. 54 U1
et 49 E2 ont finalement été fabriqués. Alors que les pertes augmentaient spectaculairement par rapport au mois précédent, les commandants alliés ont réalisé que quelque chose de nouveau se passait. Le nombre de victoires obtenues par les Eindecker a été aidé par l'augmentation spectaculaire du nombre d'avions sur le front, car la prise de conscience de leur utilité a entraîné une augmentation de la production d'avions, en particulier en Grande-Bretagne. Pour les pilotes alliés, l'apparition de l'Eindecker était semblable à une sorte de monstre mythologique, et une mystique a été générée à propos de ses capacités, eux étant inconscients que beaucoup de leurs avions avaient des performances comparables ou même supérieures, mais manquaient du canon synchronisé qui rendait l'avion allemand si mortel. Et il était mortel. Entre juillet et décembre 1915, les Eindecker ont détruit 84 appareils alliés, un nombre record à l'époque. En bref, là où les Eindecker opéraient, les Allemands avaient presque un contrôle total de l'air. Ils avaient atteint la suprématie aérienne. En octobre 1915, les commandants britanniques ont commencé à exprimer leur préoccupation que leurs pilotes ressentaient de l'appréhension à l'idée de voler près des lignes allemandes où les Eindecker étaient connus pour opérer, et ont demandé que quelque chose soit fait. Avec des milliers d'hommes qui étaient massacrés dans le No Man's Land, ci-dessous, les préoccupations d'un petit nombre comparativement minuscule de pilotes ont rencontré peu de sympathie de la part des officiers supérieurs, qui ont répondu par des exigences que chaque homme fasse son devoir. De nombreux pilotes alliés ont donc commencé à prendre les choses en main, soit en adaptant grossièrement leurs avions pour le combat aérien, soit en développant des tactiques pour une protection coopérative. Des mitrailleuses ont été placées sur des avions jamais destinés au combat comme le BU-2 Saint britannique, celle-ci étant inclinée loin de l'hélice, ce qui signifie que pour toucher un Eindecker, les pilotes devaient viser à gauche ou à droite de leur cible. Les pilotes, se rendant compte qu'ils avaient peu de chances de les toucher de cette manière, se sont contentés de harceler ou de repousser un Eindecker attaquant. Cependant, la réaffectation des avions à des tâches anti-Fokker a eu pour effet d'entraînement que le nombre de missions de reconnaissance et de bombardement que les Alliés étaient en mesure d'effectuer a chuté de manière spectaculaire. Bien que l'histoire loue l'Eindecker pour sa létalité pendant cette période, le fait est que son impact sur les Alliés est allé bien au-delà du nombre d'avions qu'il a abattus. Il est clair que les puissances alliées avaient déjà besoin d'une réponse efficace à l'Eindecker et la course était lancée pour produire des avions pour contrer les Fokkers mortels. Ne pas avoir leur propre mécanisme de synchronisation les obligeait à perfectionner les méthodes existantes. Travaillant pour la société française Newport, le concepteur d'avions Gustave Delage a développé le Newport 11, qui comportait une seule mitrailleuse Lewis fixée au sommet de l'aile supérieure pour tirer par-dessus l'hélice. Bien que quelque peu maladroit, un pilote qualifié pouvait devenir tout aussi mortel que les Eindecker, une fois habitué à utiliser une arme de cette manière. Les Britanniques, quant à eux, ont introduit le Royal Aircraft Factory FE2, un nouvel avion de type poussoir avec un équipage de 2 personnes, armé d'une ou même de mitrailleuses qui pouvaient être pivotées vers une cible. Cela a été suivi par l'Airco DH2, encore une fois, un autre type de poussoir mais beaucoup plus raffiné que le FE2. C'était un chasseur monoplace s'équipé d'une mitrailleuse Lewis fixe, tirant vers l'avant et possédait des performances supérieures à la fois à l'Uhen et à l'Eudos. Anthony Fokker ne restait pas non plus les bras croisés et travaillait déjà à produire une variante E3 de son avion à la fin de 1915. L'E3 présentait le moteur plus puissant de l'E2 amélioré, une plus grande capacité de carburant et une aile redessinée et plus efficace. Le E3 deviendrait la variante définitive de l'Eindecker et 249 seraient produits. Mais malheureusement pour les Allemands, l'introduction des nouveaux scouts de combat alliés signifiait qu'en 1916, son avantage était lentement érodé, alors que certains E-3S seraient utilisés de manière prolongée sur le front de l'Est contre la Russie entre les mains des Allemands et de l'armée ottomane, les avions russes étant généralement inférieurs à ceux de leurs alliés occidentaux en 1916, la situation avait tellement changé que maintenant, ce sont les Eindecker qui étaient massacrés sans pitié. Le dernier clou dans le cercueil du type est arrivé vers la fin de ce mois, lorsque les premiers chasseurs britanniques opérationnels avec leurs propres engrenages de synchronisation sont apparus. Encore une fois, ayant reconnu cela, même si le travail progressait sur le E3, Fokker concevait une version encore plus puissante et capable. Le E4 était essentiellement un Fokker E 3 allongé et était alimenté par un moteur rotatif à 2 rangées de 14 cylindres de 160 chevaux.
Encore une fois, une autre copie d'un moteur français, cette fois le double lambda connu. En plus d'offrir de meilleures performances, le moteur plus puissant était censé permettre à Leyendecker de transporter 2 voire 3 mitrailleuses, augmentant ainsi considérablement sa puissance de feu, ainsi que de fournir une redondance si une arme se bloquait. Un phénomène courant à l'époque qui verrait n'importe lequel des Leyendecker précédents devoir fuir le combat. Sur le papier, le E-Quattro surpassait même les nouveaux chasseurs alliés, le moteur U-3 le propulsant à une vitesse maximale de 110 miles par heure, mais le E-Quattro était un avion problématique. Le moteur plus puissant a en réalité provoqué une réduction de l'agilité, un facteur qui devenait de plus en plus apprécié dans les combats entre avions que les pilotes comparaient faisément à celui d'un combat de chiens. Il a également été constaté qu'après seulement quelques heures d'utilisation, le moteur commençait à perdre son efficacité, ce qui signifie qu'il nécessitait énormément d'entretien, ce qui était hors de question sur le terrain. 49 E4ZS ont été produites et leur introduction a été lente, ce qui signifie que lorsque la dernière a été livrée en décembre 1916, elle était désespérément obsolète. Le terme Fokker-Scourge a été inventé par la presse après que les Leyendecker aient été annulés et a depuis été utilisé pour décrire ce sombre chapitre de la guerre aérienne des Alliés. À partir de ce moment, toutes les opérations aériennes majeures incluaient l'utilisation de scouts de combat pour dégager le ciel de l'ennemi. Et à partir de 1916, les combats aériens ont gagné en intensité et en complexité. Fokker et son entreprise continueraient à construire des avions pour les Allemands et cela inclurait probablement l'avion le plus célèbre de toute la guerre, le distinctif Fokker 500 R1 triplan qui a servi de monture au légendaire Manfred von Richthofen, le Baron Rouge lui-même. Ni Fokker, ni Belke, ni aucun de ces pionniers des premiers pilotes de chasse n'auraient jamais pu imaginer comment le combat aérien évoluerait au cours des décennies qui ont suivi. Aujourd'hui, des avions supersoniques opérant en équipe liée par des ordinateurs de liaison de données et forgés dans un design furtif pour les rendre difficiles à détecter, peuvent de faire exploser des avions ennemis hors du ciel à des distances bien au-delà de la vue d'un pilote. Et maintenant, dans les dernières années du premier quart du XXIe siècle, nous sommes à l'aube des chasseurs sans pilote, volant aux côtés de leurs homologues pilotés, doublant la puissance de feu d'un pilote, agissant comme un leurre, ou si nécessaire, se sacrifiant pour sauver le pilote vivant. Et tout a commencé avec Fokker et les Leyendeckers.